Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au divan des confessions. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur Ikasban Jamel, qui est une personnalité et il est là pour nous raconter son histoire. Jamel, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien, comme un dimanche. Comme un dimanche. Alors, comme un dimanche, on va commencer directement. Où êtes-vous né, Monsieur Jamel? Je suis né en Belgique. Officiellement, je suis né à Etterbeek, mais en réalité, je suis pas né à Etterbeek. Je suis né dans une maison à Saint-Josse, là où mes parents ont habité la première fois qu'ils sont arrivés en Belgique, où ma maman, en tout cas, est arrivée en Belgique enceinte, et elle m'a accouché toute seule à la maison. C'était à Saint-Josse, c'était rue du Moulin 55, Toute seule. et toute seule. Oui, parce qu'en fait, elle venait d'arriver. Donc il faut savoir qu'en 1970, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas Internet, elle ne connaissait pas le français. Si elle sortait, elle pouvait se perdre, elle ne connaissait pas les voisins. Et donc mes deux grands frères, parce qu'il y avait déjà deux enfants dans la famille, étaient à l'école. Et mon papa, qui était ouvrier, comme beaucoup d'ouvriers, ben, il partait très, très, très tôt. Justement, quelle est l'origine de vos parents? Alors, ils sont originaires du Rif, de la région de Al-Hoceima. Ma maman de Temsamen et mon papa de près de Al-Hoceima. Donc, Imzuren et Akiyen. Et donc, ce sont des gens qui viennent du Rif. Voilà. Mais mon papa était venu plusieurs années avant. Et puis, il a En quelle ramené. année? Il est venu. Il est venu dans les années 66, 67, un truc comme ça. D'accord, Et puis après, il a ramené sa femme et ses deux enfants, ses deux fils, mes deux grands frères. Et puis ma maman s'est retrouvée seule à la maison. Puisque comme je le disais, mon papa, qui était ouvrier, il partait à l'aube travailler en Flandre et il revenait très tard le soir. Donc oui. il partait à 5 heures du matin, il revenait à 21 h, Il faisait quoi 22 comme h. métier? Il était dans le bâtiment, ferrailleur surtout, hein, ce qu'on appelle ferrailleur. Mais il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et alors ma maman s'est retrouvée seule. Elle sentait que j'arrivais. Et elle s'est installée sur le lit, elle a pris un ciseau, du sel pour couper et pour désinfecter le cordon ombilical. Elle m'a accouché seule à la maison en pensant qu'elle allait mourir. Et donc, quelque part, je suis un peu un miraculé grâce à ma maman. Et je pense que ma maman est une femme exceptionnelle qui a fait preuve d'un courage, d'une résilience Un courage de fou. incroyable. Et voilà, c'est d'ailleurs, si j'ai la chance un jour d'écrire un livre, je devrais commencer par le premier chapitre qui est l'histoire de ma naissance et l'histoire du courage de ma maman Une belle histoire. et de toutes les mamans d'ailleurs de l'immigration marocaine et des autres immigrations parce qu'elles ont été plutôt silencieuses, plutôt discrètes, mais extrêmement importantes dans nos familles. Elles ont été les piliers de l'équilibre dans toutes les familles, nombreuses à l'époque, puisqu'à l'époque, nous, on est une famille de 8 enfants, on avait tous en moyenne des familles de 6, 7, 8, 9, 10, 12 enfants. Des familles nombreuses. Des familles nombreuses, et donc... alors, on part sur le fait que vous êtes né à Etterbeek, comme vous dites, Saint-Josse-Etterbeek, maison cachée, etc. C'est Saint-Josse, mais comme mon papa est arrivé le soir, il a découvert sa femme et un nouveau bébé. bébé. Il nous a transportés à l'hôpital. C'était à Etterbeek. Les médecins ont eu du mal à croire à cette histoire. Et finalement, la déclaration a dû se faire dans la commune d'Etterbeek. Et donc voilà. Donc, sur ma carte d'identité, le lieu de naissance, c'est Etterbeek, mais en réalité, pour connaître l'histoire, c'est à Saint-Josse, rue du Moulin 55. Ça, c'est vraiment une histoire fabuleuse. Excellent. Vous êtes né à Etterbeek, Saint-Josse, etc. Quel était votre parcours scolaire? Moi, j'ai un parcours scolaire un peu normal, j'ai envie de dire, des humanités normales, parfois turbulentes vers la fin des humanités, parce que j'étais quelqu'un déjà d'un peu rebelle, qui avait envie de faire plein de choses. Et puis après, j'ai commencé à faire des études supérieures sociales que j'ai jamais terminées, parce que j'ai toujours été engagé très très tôt dans ce qu'on appelle la militance, dans l'associatif et autres, puisque j'avais 15-16 ans que déjà je m'occupais des plus jeunes dans mon quartier, à Molenbeek, parce qu'on est... Justement, c'est on est parti... des jeunes. Voilà, et à ce moment-là, j'ai passé beaucoup d'années bénévolement à l'AJM, l'association des jeunes Vous avez marocains. commencé à quel âge à la JM?
Là, j'avais pas encore 18 ans. Là, j'avais peut-être quelque chose comme 16, 17 ans. Oui, quand même. Oui, oui, Très jeune. oui. Donc, c'est une époque où j'ai milité dans SOS Racisme. J'ai fait de la radio libre pour les détenus. Puis à la l'AGM, on a fait plein de choses. On a fait La radio, mille et une c'était chez activités. Almanar. Là, non, Almanar n'existait pas encore. C'était Radio Culture 3. Parce qu'il y avait 6 radios arabes à la Tour Rogier qui se disputaient la même antenne, toujours 106.8. Et moi, j'ai fait une émission avec un ami qui était actif à Saint-Josse, au Clou, pas loin d'ici. C'était Nordin Amrani. Et donc, on avait tous les deux 17 ans. Et on a animé une émission le samedi soir qui s'appelait À cœur ouvert. Et c'était pour les détenus. Donc, les gens, les familles qui avaient des détenus téléphonaient, faisaient des dédicaces. On passait des chansons, des musiques. Les détenus nous appelaient parfois de prison. C'est un moment pour moi extraordinaire. Et il se fait que des années plus tard, quand je suis devenu député, en 2009, Mais avant de devenir député, voilà. attendez, vous étiez, vous étiez éducateur, etc. Tout à fait. Non, je voulais dire simplement Entre-temps, que des années plus tard, dans mes premières questions parlementaires, c'était la réinsertion des détenus. Donc j'ai toujours été sensible. Entre le fait d'avoir été éducateur, quels sont les métiers et les... Donc moi j'ai été bénévole. J'insiste beaucoup. Je faisais tout ça bénévolement. Moi je jobais pas beaucoup à ce moment-là. Je consacrais vraiment mon temps bénévolement. À l'époque, on me prenait pour un fou, parfois même dans ma famille. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu passes des heures les week-ends, les mercredis après-midi, les périodes de congé, à faire du bénévolat. Donc à m'occuper des plus jeunes, à m'occuper des écoles de devoirs, des activités sportives, ludiques, récréatives. J'ai fait des centaines de camps. Enfin, on a fait plein d'activités. À la GM, on organisait des ciné-clubs, des débats, des rencontres. Enfin, beaucoup de choses. Puis j'ai milité dans ce racisme. C'est à l'époque de Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, Avec oui. on a participé à des manifestations. Il y avait quand même une mobilisation en France et en Belgique qui était importante. La radio. Donc j'ai été en fait très jeune. J'ai baigné dans un monde d'adultes. Et ça m'a donné probablement des outils qui me sont utiles aujourd'hui. Mais j'ai fait tout ça bénévolement. J'ai jamais imaginé un jour en faire mon métier. Mais... Et puis ce qui s'est passé, c'est que par la force des choses, j'ai été amené finalement à travailler dans ce milieu-là, puisque j'ai commencé à travailler comme animateur éducateur pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean. À l'époque, la commune ne faisait rien pour les jeunes, il y avait quasi rien. Je pense qu'il y avait un service jeunesse avec une personne à mi-temps pour s'occuper de la jeunesse à Molenbeek. Donc vous vous rendez compte, Molenbeek qui est passé très vite à 100 000 habitants avec 30% de la population qui a moins de 18 ans. À l'époque de Philippe Moreau, si je me souviens. C'était avant. C'était juste avant que Philippe Moreau. Ça a coïncidé avec son arrivée. Donc à l'époque, on a connu des émeutes à Molenbeek dans les années 90, 91. Et je me souviens qu'on avait été plusieurs à écrire au bourgmestre de l'époque. C'était un libéral. Et à lui dire, voilà, ça va pas, ce qui se passe à Molenbeek. On s'occupe pas des jeunes. Il faut savoir aussi qu'on rénovait pas les quartiers historiques, les quartiers populaires. Bon, j'ai connu un bourgmestre qui expliquait qu'il ne rénovait pas l'éclairage public et les rues et les trottoirs parce que de toute façon, tout ça va quand même être démoli. Donc vous vous rendez compte qu'on avait un bourgmestre qui, à l'époque, trouvait normal de ne pas réparer l'éclairage défaillant, de ne pas investir dans la rénovation des rues, des quartiers, des trottoirs, créer des espaces sportifs, des espaces ludiques. On vient de cette époque-là. Et donc, était son excuse? Ben son excuse, c'était de dire, oui, de toute façon, on va quand même tout casser, il y a quand même du vandalisme, voilà. Mais c'est une méconnaissance totale. Je pense que, voilà, je vais pas aller jusqu'à dire que c'était du racisme ou du mépris. Je pense qu'il y avait une sorte de mépris, oui. On s'occupait du haut de Molenbeek, ce qu'on appelle le haut, le Molenbeek résidentiel, autour de la piscine, hein, où il y a quelques années, c'était encore des campagnes, et puis ce sont des quartiers plus aérés, ce sont des quartiers avec des plus grandes rues, des plus grands boulevards. Il y a une densité de population plus forte dans les quartiers historiques de Molenbeek, avec une population plus fragile, plus pauvre, plus diverse, avec des différentes origines, une forte population d'origine marocaine, mais on ne s'occupait pas de ces quartiers. Et puis j'ai commencé à travailler pour la commune de Molenbeek, et là, en fait, j'ai mis en application
tout mon savoir-faire et tout ce que j'ai appris dans mes activités bénévoles, que ce soit à la JM, Justement, que ce soit... avec la JM, vous avez été en contact avec M. Boukouna Mohamed, Oui, tout à fait. Jabour, Tout à fait. vous faisiez vraiment, c'était la bonne école à l'époque. Oui, j'étais à bonne école, bien sûr. Boukouna, qui était le président de la JM, qui a aussi toujours été un grand militant, qui a toujours été aussi, pour moi, une des personnalités qui m'aura influencé aussi positivement dans mon parcours, dans mon chemin. Et puis moi, finalement, la commune est venue me chercher en me proposant, tiens, de mener des projets. C'est la commune qui est venue vous proposer. La commune est venue vers moi. Mais bon, à l'époque, j'étais quand même assez remuant. Donc, j'avais écrit. Vous êtes quelqu'un de très perturbant. Ben, remuant, là, c'est pas perturbant, mais il y avait eu des émeutes. Et on avait été plusieurs. Mais c'était dans le bon sens de tout. Voilà, on a écrit au bourgmestre, on a dit ça va pas ce qui se passe, il faut absolument que ça change, il faut investir pour les jeunes. Il y avait des conflits graves entre police et jeunes. Moi, j'avais organisé des débats à la JM d'ailleurs entre les policiers et les jeunes. On avait organisé à l'époque, il y avait la gendarmerie aussi, donc c'était quand même une période très tendue, très compliquée, des contrôles aux faciès, des délits de sale gueule. Je veux dire, c'était quand même une période assez compliquée sur ce plan-là. Et on m'a remarqué, tout simplement, mais il y avait plein d'autres personnes qui étaient aussi actives que moi, mais j'ai accepté. Je me suis dit, nous, associations, on a toujours critiqué les pouvoirs publics parce qu'ils faisaient rien. D'ailleurs, les ASBL, et on avait toujours un adage, d'ailleurs, c'est de dire, nous, on travaille pour qu'un jour, on n'ait plus à exister. Ça, c'était un adage qu'on avait dans l'associatif, mais en réalité, on aura toujours besoin de l'associatif et on a contribué à faire bousculer un peu le monde politique pour qu'il s'occupe un peu des quartiers délaissés, des quartiers populaires. Et c'est là-dedans que je me suis... Monsieur Casban, ce qui est étonnant, c'est que en tant qu'AGM, les premiers, on va dire, ici à Bruxelles, à avoir créé Bien sûr, Mohamed Boukouna, etc., vous étiez à un moment donné... En fait, vous n'avez pas de subside ni rien du tout, et c'est les néerlandophones tout à fait. qui se sont intéressés à vous. Ça, j'aimerais bien savoir... Disons que la JM, historiquement, la JM a occupé un bâtiment qui appartenait à la VGC, la Vlaamse Gemeenschap Commissie, qui à l'époque s'appelait NCC d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que la JM a été reconnue du côté néerlandophone, parce qu'en Belgique, à Bruxelles, il faut être reconnu par une des communautés. Donc il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers qui étaient alloués à la JM, mais le bâtiment, c'était déjà quelque chose, rue de la Vermicellerie, un beau bâtiment qui a été rénové d'ailleurs il y a quelques temps plus tard. Ils sont d'ailleurs en plein travaux. Ils sont encore en plein travaux, voilà, les travaux n'arrêtent pas. Et donc, historiquement, la JM, c'est vrai que c'était Vereniging van Marokkaans Jongeren. C'était assez exceptionnel, mais c'était quand même la première association avec un conseil d'administration qu'avec des gens d'origine marocaine. Donc ça, je pense que c'est une des premières à Bruxelles. Il y avait d'autres ASBL, là, il y avait le foyer, il y avait Bonnevie, mais le conseil d'administration était composé que par des gens issus de la communauté marocaine. Alors, c'était pas du communautarisme, mais c'était simplement un sentiment fort d'appartenance identitaire, oui, mais une volonté de se battre pour être considéré comme des citoyens à part entière et pas complètement à part. Et d'ailleurs, c'est Association des jeunes marocains, c'est pas Association des jeunes pour les Marocains. Non. Donc c'était ouvert à toutes et tous, mais simplement, il y avait la fierté de dire, nous, on a créé quelque chose de positif. On a créé une association, une ASBL, qui existe toujours aujourd'hui. Dans ce centre, il y avait plein d'étrangers, il y avait plein de toutes les nationalités. Oui, voilà, mais c'était important parce que c'était Vereniging van Marokkaans Jongeren, pas voor Marocains, donc pas uniquement pour. C'était important parce qu'il fallait se battre à l'époque pour que ça rentre dans l'esprit des gens. De le savoir. Voilà. Et je te dis, une ASBL qui a été pionnière d'un bien des domaines. On a fait des activités incroyables. D'ailleurs, un des premiers politiciens marocains en Belgique. Est-ce que ça vous parle? Un des premiers d'origine marocaine, je pense que c'était quelqu'un qui était chez Ecolo. Je pense que c'était Moustapha Ouezekti. À part ça, parce que là c'était encore différent. On parle de M. Mohamed Jabour, qui vient de la JM. Oui. Il était trésorier à la JM. Oui, mais je pense que Ouezekti c'était un petit peu avant. J'ai connu Jabour puisqu'il était dans mon parti aussi quand il a commencé aussi à Saint-Josse. Donc c'était les deux. Il a été échevin, il a été à un moment donné. Je pense que Ouezekti juste avant. Il me semble, parce que Ouezekti,
Donc à l'époque du football club Atlas à Molenbeek, qui a une grande histoire, une grande épopée. À l'époque, il y avait Atlas et l'Étoile marocaine. Et je pense qu'il était chez Écolo. Et je pense il a bénéficié d'un transfert chez les libéraux hein, à l'époque, ce qui était quand même à l'époque c'était un événement quand même. Et c'était le PRL de Louis Michel. Donc l'époque de Louis Michel. Je pense que c'était 99 ou juste avant 99. 98. Mais il était déjà avant chez Écolo. Donc j'ai l'impression que lui, ça devait être un des premiers. En fait, je reviens à ça. Pourquoi? Parce que je vois que beaucoup de choses sont parties de la JM. Oui, ben, moi, quand j'ai commencé à travailler pour la commune, j'ai participé à la création de plusieurs maisons de quartier communales. On a ouvert une maison de quartier Chaussette-Gand, puis rue des 80, au Maritime, enfin un peu partout. Et un peu sous le modèle de ce qu'on faisait à la JM. Donc, service social, permanence sociale, école de devoirs, activités ludiques et récréatives, toujours avec un objectif pédagogique pour les jeunes. Donc, un peu dans le modèle de ce que j'ai toujours fait, de ce que j'ai toujours appris à la JM. Donc, oui, à la commune, on a fait ce genre de projet. Bon, par la suite, on a créé d'autres projets comme des maisons de la femme, des services d'éducateurs sportifs que j'ai dirigés aussi. On a monté vraiment toute une série de projets qui n'existaient pas à Molenbeek avant, parce qu'on ne s'occupait pas des jeunes. C'était pas une priorité. D'ailleurs, vous avez été échevin des sports. Alors, c'est seulement après que je me suis investi en politique. Donc, moi, j'ai commencé à travailler à la commune, c'était en 92, 91, Ça, c'est 92. travailler à la commune. Bosser à la commune. L'engagement politique, c'était en... Alors, l'engagement politique, j'ai adhéré au Parti Socialiste en 94 par sympathie pour Philippe Moreau. Parce qu'en fait, Philippe Moreau... Vous avez voilà. quand même une connexion. Tout à fait. Philippe Moreau venait d'arriver à Molenbeek. Et en fait, au-delà des partis politiques, parce que j'étais apolitique à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un, enfin un politique qui s'intéresse vraiment, ou en tout cas qui m'a donné l'impression de vraiment s'intéresser aux quartiers populaires. À l'époque, les quartiers de Molenbeek populaires votaient pas. Hein. Il n'y avait pas le droit de vote de manière aussi importante. Il n'y avait pas la facilité de la naturalisation. Donc, dans ces quartiers, il n'y avait pas beaucoup d'électeurs. Donc, on ne peut pas dire que l'objectif, c'était ça au départ. Heureusement, ça a fortement changé après, et donc ça a obligé le monde politique à s'intéresser aux quartiers populaires parce qu'il y a aussi des électeurs dans ces quartiers maintenant, et qui pèsent en nombre, la preuve, j'en suis une preuve vivante. Et donc en fait, moi, par sympathie, comme il y avait les élections communales en 94, par sympathie et pour soutenir Philippe Moreau, parce que je voulais qu'il continue à être bourgmestre de la commune, il a d'ailleurs quitté son poste de vice-premier ministre. Oui. À l'époque, c'était en 93, un truc de ce style-là. Donc j'ai adhéré juste par sympathie au départ. J'ai jamais eu l'intention, je n'imaginais même pas qu'un jour j'allais m'investir en politique. Et j'ai envie de dire, c'est arrivé presque naturellement, parce que quand j'étais bénévole et que j'étais à la JM, à SOS Racisme et autres, j'avais plein de copains qui me disaient « Mais Jamal, tu dois en faire ton métier, t'es fait pour ça ». J'ai toujours dit, ben non, moi je fais ça pour le plaisir, je fais ça parce que je suis engagé, j'ai envie. Finalement, pas encore rendu compte. Non, je me suis pas encore rendu. Finalement, j'en ai fait mon métier, ma profession. Mais un peu dans le même ordre d'idée, j'ai plein d'amis, plein de copains, Ils m'ont dit, mais Jamal, tu dois t'engager, tu dois faire de la politique, on a besoin de toi, machin. J'imaginais pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis présenté, donc, la première fois. En fait, ma première élection, c'est 99. Je me suis présenté aux élections régionales. Mais vraiment, c'était pour le fun. C'était une première pour moi. 99, j'avais 29 ans. Donc, tu es encore un gamin en politique à ce moment-là. Le PS était en difficulté d'ailleurs. Il y avait à l'époque des affaires à Gusta d'assaut. Donc, moi, jeune, j'arrive et je ramasse déjà plein de critiques, plein de tartes. Ça aide à grandir. Et puis surtout, je me suis présenté en 2000 à Molenbeek. Parce que moi, je suis né politiquement à Molenbeek. Je me suis présenté aux élections communales de Molenbeek 2000. En 2000. 2000. Combien à vous lancer à ce moment-là? Ça, c'est très important. Bah, si tu as des bons souvenirs. Alors, on était quelques-uns, mais ça commençait seulement. C'était pas la présence des élus d'origine maghrébine. C'était pas. Il y avait aucun échevin à l'époque. Donc, il y avait Mohamed Daïf qui était déjà député. Lui est devenu député, je pense, en 94. 94 ou 95. Maintenant, j'ai un doute. Je crois que c'est 95. Député régional. Donc, il a fait partie des premiers élus régionaux députés. Et il y avait lui, il y avait Sfia Bouafa, il y avait Mahfoud Ramdani de mémoire.
Donc les premiers, en fait, eux, ils ont été aussi les pionniers. Quand je me suis présenté en 2000, donc je fais un bon résultat et je deviens échevin, en fait. Je m'y attendais pas du tout. Et à l'époque, Philippe Moureau propose dans son collège, propose 2 échevins d'origine marocaine, Mohamed Daïf et moi. Et donc en 2000, on fait partie des premiers échevins d'origine marocaine à Bruxelles. Pour nous, évidemment, c'est une fierté. Oui, dans les 19 communes, il faut bien dans 19 communes, oui, c'était pas... Vraiment les premiers. Voilà, donc là, on s'attendait à en avoir un, mais pas 2. Donc là, c'est 2. Et on n'avait pas de petites compétences, puisque mon collègue, il avait quand même les travaux publics. Moi, j'avais les sports, la jeunesse, les propriétés communales. J'ai eu le personnel à un moment donné, j'ai eu les festivités, beaucoup de choses. Et donc, j'ai été un échevin très actif. J'étais jeune, je suis devenu échevin. Donc, je suis devenu échevin en mai 2001, exactement, 22 mai 2001. Parce qu'à Molenbeek, il y a eu un recours contre les élections. Donc, on n'a pas installé le nouveau conseil communal directement. On a dû attendre 6 mois. Les libéraux avaient contesté les élections. Et donc, 22 mai 2001, j'ai une bonne mémoire des dates, en fait. Oui, je vois certaines dates. Je deviens échevin, jeune échevin. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai 30 ans. Parce que je suis né en décembre. Donc, moi, j'ai mon anniversaire. J'ai pas encore 31 ans. J'ai 30 ans. Je deviens échevin à 30 ans. Et donc, très vite, je suis très actif sur toutes mes compétences. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la commune. Il y avait matière. Il y avait matière, au fonctionnement. Et on essaye de changer complètement l'administration. On essaye de changer complètement la façon de voir les choses. D'essayer d'être là pour tous les citoyens de la commune, quel que soit son origine sociale, culturelle et autres. Voilà, je pense que j'ai un beau bilan. J'ai eu un beau bilan comme échevin. J'ai fait 6 années vraiment, que je trouve vraiment exceptionnelles. Entre-temps, donc je suis échevin 2001 jusqu'en 2006. Et en 2004, je suis aussi conseiller du ministre des Sports de l'époque. Donc comme j'étais échevin des Sports, donc Philippe Moureau me demande d'aller dans le cabinet du ministre des Sports à mi-temps. Émir Kir à l'époque. C'était Émir Kir. C'était Émir Kir, premier secrétaire d'État. Il était encore à ce moment-là au PS. Il est encore au PS, oui. Premier secrétaire d'État d'origine maghrébine. Et d'ailleurs, à l'époque, tu avais Émir Kir qui est devenu secrétaire d'État à la région et Fadila Lanan qui devient ministre à la Fédération universelle, à la Communauté française de la culture. Ce qui n'est pas une petite compétence, c'est une énorme compétence, en tout cas pour un ministre. Et donc, je suis conseiller sport et donc je fais avec le ministre toute la politique sportive régionale. C'est-à-dire les plans d'investissement dans les communes, 19 communes, les plans pluriannuels pour créer de nouveaux complexes sportifs, infrastructures sportives, les rénover, les aménager. Et donc, je veille que Molenbeek soit bien gâté, évidemment, parce qu'il y avait quand même une inégalité par le passé. Je ne trouvais pas normal qu'il y ait certaines communes du Sud qui avaient plus de moyens que les autres communes. Le plan piscine pour rénover les piscines. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Et donc, ça m'a permis, moi, à Molenbeek, en quelques années, en 10 ans, de rénover quasi toutes les installations sportives de Molenbeek. Je pense que je suis celui qui a fait le plus de terrains synthétiques à Bruxelles. Presque tous les terrains à Molenbeek sont devenus des terrains synthétiques. J'ai fait rénover le projet de la rénovation de la piscine, c'est moi. Je l'ai porté, c'est 10 ans. C'est un projet que j'ai porté 10 ans. On a cherché de l'argent au niveau fédéral avec le Belliris, à la région. Donc vraiment, on a essayé les terrains de foot, les salles de sport, les salles pour les arts martiaux, les salles de basket, pistes d'athlétisme. Enfin, vraiment, je pense, d'ailleurs, à l'époque, les médias qui faisaient une page de bilan pour chaque commune, ils avaient quand même pointé que la politique sportive à Molenbeek avait été très active, très dynamique, parce que venant des quartiers populaires, je voulais qu'on fournisse à la population les meilleures installations sportives. Je trouvais que nos populations, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, méritaient d'avoir les plus belles installations sportives. Parce que comme éducateur, je suis convaincu que si tu permets à des jeunes d'évoluer dans un environnement qui est nickel, ils ont tendance à le respecter. Je
Je suis convaincu de ça. Moi, je suis un éducateur dans l'âme. Je pense que les jeunes, les enfants, ils naissent pas fondamentalement mauvais. Au départ, ils deviennent parfois compliqués ou difficiles à cause des circonstances de la vie. Mais je pense que si tu donnes un environnement propre, des infrastructures en bon état, sécurisées, avec du matériel, je pense qu'alors les jeunes sont fiers. Bon Voilà, travail. tout à fait. C'est- Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Et donc, moi, je me faisais un devoir. Moi, je voulais absolument ça. Et d'ailleurs, voilà, on s'y trompe pas. La plupart des installations qui ont été Non, on l'entend, rénovées il y a aujourd'hui, la répercussion c'était à mon initiative. il y a la répercussion Voilà. de tout le travail que vous avez fait. C'est pour ça que on tient à connaître votre histoire. Ce sont des histoires on n'entend pas, ce sont des histoires qu'on ne connaît pas. C'est D'accord? vrai, c'est vrai. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Maintenant, attention, hein, je raconte ça, mais bah, allez, comme on est dans une interview un peu intime ou quoi, moi, quand je suis arrivé à Molenbeek, comme échevin, ça a perturbé beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens il y a des rumeurs qui couraient que mon collègue Mohamed Daïf et moi-même, on allait venir en djellaba et en babouche à la commune. Donc, c'est Oui, des ça, trucs, ça, c'est typique, hein, c'est des trucs toujours comme le ça. cas. Oui, mais nous, C'est- mais moi, ayant mon parcours d'éducateur et de militant, moi, j'ai toujours fait abstraction de ça. Je me suis dit, mais Bien non, sûr. moi, je vais, voilà, moi, je me souviens, j'étais échevin. Quand on fait le métier et là où vous voulez y aller, on passe au-dessus de tout ça. Ben, quand je suis devenu échevin des sports, par exemple, moi, j'ai toujours lutté contre le racisme. Mais je suis devenu échevin des sports au moment de la faillite du REDM. Ben, à l'époque, moi, je me faisais insulter de bougnoul, comme échevin des sports, les premiers mois. Mais pour moi, c'était un défi. Bon, au plus on m'insultait, au plus ça me motivait. En plus, ça donne. Et en finale, j'ai gagné le respect même des COP de supporters des REDM, puisque j'ai sauvé l'école des jeunes. C'est moi qui ai sauvé l'école des jeunes en 2002. J'ai créé une nouvelle ASBL avec 500, 600 jeunes. Et donc ça, les gens l'ont reconnu. Donc après quelques mois, d'ailleurs Philippe Moreau me disait souvent ça, il me dit, mais comment tu as fait en quelques mois, tu as réussi à faire en sorte que ce public-là ne te voit plus comme quelqu'un d'origine étrangère, mais comme un échevin, Et comment vous avez fait? par le travail, c'est tout. C'est le travail. Tu fais abstraction de tout ça. L'écoute et le travail. Bon, c'était important. Les supporters avaient un blog. À l'époque, il n'y avait pas de site internet. Il y avait des blogs. Ils avaient un blog. Et ben, j'allais sur leur blog, sur leur forum de discussion, et je répondais aux questions. Et c'est vrai qu'un jour, il y a un policier, parce que les COP de supporters sont surveillés par les policiers, heureusement, parce qu'il y a parfois des mouvements d'extrême droite. Et il m'expliquait que quand vous êtes arrivé sur le blog de ces supporters, il y avait beaucoup d'insultes, et qu'au fur et à mesure du temps, les insultes ont disparu. Ils disparaissent. Mais je répondais chaque fois aux questions. Donc j'essayais vraiment. Je passais beaucoup de temps à ça. Mais pour moi, c'était un défi. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Mais quand on a été militant associatif, militant antiraciste, pour nous, c'était un défi que de convaincre les autres que la haine de l'autre ne mène nulle part. Qu'on est condamné à vivre Mais ensemble. par rapport à votre Voilà. travail, c'est ce qui fait que, justement, on réfléchit à deux fois avant de parler. Oui, bah oui, mais pour moi, c'est à chaque fois des défis, en fait. Oui, Donc, c'est ça. moi, quand je dis échevin, d'ailleurs, c'est peut-être un message que je vais adresser aux jeunes, si je peux adresser un message aux jeunes. Ne laissez jamais personne vous dire ou vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas foutre toi en politique, t'as pas Ouais, ta c'est place. quoi. Et moi, tout ça, ça m'a motivé. Parce que c'est comme tous ceux qui ont connu dans leur vie des profs qui leur ont parfois dit toi, t'es Oui, pas fait pour les pourquoi tu es là, études, tu vas aller ramasser les poubelles, même si il n'y a pas de saut métier. Hein. Tout à fait honorable. Heureusement qu'on a des gens Ça me fait qui. penser, il n'y a pas de secondaire, il n'y a que de la technique. Exactement, voilà, ça aussi. Voilà. Alors, tout à fait honorable, même d'être dans le technique. Aujourd'hui, on pleure tous pour avoir des corps de métier, des gens qui savent réparer des chaudières, qui savent faire de la menuiserie. On pleure tous pour avoir ça. Et si l'IA nous envahit, l'IA ne pourra pas remplacer ces gens-là, en tout cas. Voilà. Donc, l'IA. Et donc, mais pour moi, c'était un défi. Et toute ma vie, en fait, tout mon engagement et toute ma vie, il y a ce fil rouge, en fait. Chaque fois, cette volonté de démontrer qu'on est capable d'apporter quelque chose, qu'on est capable de surpasser les montagnes qui Tout le se monde retrouvent. dit, en tout cas, que vous avez fait un travail de titan, et que Je grâce à pense. vous et à d'autres, comme je vous ai parlé de M. Bourgouna, de Jabour, etc., Oui, la vieille équipe, qu'un jour, on fera une réunion, vraiment une petite Ah, émission j'espère. entre nous. Ce serait bien. Oui. D'accord. C'était intéressant de connaître votre parcours, ça c'est le plus important, et la belle personne que vous êtes. Maintenant, dites-moi, où en êtes-vous professionnellement?
Mais donc, j'ai été échevin 6 ans, puis j'ai été réélu une deuxième fois. Donc, j'ai été échevin, en fait, à Molenbeek 12 ans, jusqu'en 2012. Et entre-temps, je suis devenu député bruxellois en 2009. Voilà. Et en fait, je suis toujours député bruxellois. Et je ne savais pas que j'allais rester si longtemps au Parlement. Et moi qui suis un municipaliste dans l'âme, je me retrouve au Parlement et en fait, je fais étalage au Parlement de mon expérience de terrain, d'éducateur, de militant associatif et aussi d'élu local au Parlement. Et aujourd'hui, je suis chef de groupe. Je suis président du groupe socialiste au Parlement bruxellois. Enfin, ce qui est Vous quand êtes même toujours dans le Parti socialiste. Parti socialiste. Ce qui est quand même une grande responsabilité qu'on m'a confiée, puisque ça, c'est le nouveau président Ahmed Laouej, qui est ministre, qui m'a confié cette responsabilité de finalement d'être la voix des socialistes au Parlement bruxellois. Et donc, j'ai en charge un groupe de députés divers, d'excellents députés, 18 députés à gérer. C'est un grand groupe, c'est le deuxième grand groupe du Parlement bruxellois. Voilà. Et je me base sur plein de thématiques, sur plein de dossiers. Et tous les jours, je repense à mon parcours, à mes expériences, à ce que j'ai C'est pour ça qu'il faut vécu. l'étaler et que les gens doivent quand même comprendre à un moment donné d'où on vient, où on va et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait, voilà. Donc, C'est pour ça que le Jamal des quartiers populaires de Molenbeek voilà, donc on le sait. a fait son chemin, est devenu échevin, Donc en tout et cas, puis franchement, député, et puis chef de groupe aujourd'hui. Jamal, franchement, ce n'est que la première, ce n'est pas la dernière. On va plus étaler l'expérience et les bons faits qu'on a mis sur place et pourquoi on en est là tous aujourd'hui. D'accord? Donc aujourd'hui, pour les premières générations, quel message vous pouvez leur donner? Ben, moi, le message que je peux leur adresser, c'est dire simplement, je pense qu'il y a du potentiel, il y a des capacités dans chacun de nous. Alors, on ne peut pas tous faire la même chose, mais en chacun de nous, il y a de la qualité, il y a un potentiel qu'on peut exploiter, développer et mettre au service des autres, qu'on peut mettre au service de la collectivité. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'être des citoyens à part entière. Voilà. Ok, super. Maintenant, par rapport à ça, c'est une chose. Maintenant, à toute la population qui écoute et qui voit le parti dans quel état il est aujourd'hui, quel message vous pouvez leur passer? Oh, Regardez-la quand même. oui, il y a beaucoup. Quel message. Beaucoup de messages à faire passer. Mais j'ai envie de dire, je sais que la politique aujourd'hui est un peu le mal-aimé. Mais je pense qu'on a besoin de la politique, au sens noble du terme. Je pense qu'en politique, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se battent pour de vraies raisons. Regardez mon parcours. Il y a plein de gens qui ont des parcours similaires aux miens, mais dans d'autres domaines. Et ce qui les a amenés en politique, c'est la volonté de faire quelque chose pour la collectivité. Il n'y a pas que des pourris, il n'y a pas que des magouilleurs. Comme dans d'autres domaines, il y a certainement des gens qui n'ont pas leur place en politique. Mais j'ai la naïveté de penser que la majorité des gens qui sont en politique, ils sont là pour faire du bien. Et je pense qu'il faut s'intéresser à la politique. Et que si on n'avait pas la politique, au sens noble du terme, c'est un danger pour la démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie est en danger, avec la montée des populismes en Belgique, mais dans toute l'Europe. Quand on voit quand même que l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France, juste à côté de chez nous. Avant, la France était un modèle sur le racisme, la lutte contre le racisme. Aujourd'hui, l'extrême droite pourrait s'emparer de la présidence de la France. Nos démocraties sont en danger. On vit des moments difficiles quand on voit ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on a besoin de politique. Et on ne peut pas tous le faire, mais il faut que des gens continuent à s'engager en politique. Les gens qui ont de bonnes intentions, les gens qui ont des choses à apporter, doivent le faire. Donc moi, je dis, c'est un peu comme au football. On critique souvent l'arbitre et on râle sur l'arbitre. Mais quand on n'a pas, ça nous énerve aussi, on n'a pas envie de jouer. Il faut un arbitre. Eh bien, je pense que la politique, en fait, c'est pas les autres. La politique, c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est nous tous. Et ça, c'est le message important à faire passer. Voilà. Donc on va terminer sur ces belles paroles. On dit toujours, pour terminer, si vous vous occupez si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Il l'a bien dit, il l'a bien précisé, un homme de terrain, et à la prochaine.